Bonjour Guillaume, avocat, directeur associé, distribution et consommation au sein du cabinet Fidal. Et puis, à distance, Pierre-Alexandre Tellier, qui est directeur général Nestlé France, en charge de la communication de la RSE et des affaires publiques. Pierre-Alexandre, bien le bonjour. M'entends-tu ? Parfaitement bien, Olivier. Tout le monde est donc tous. sur le plateau ou en proximité immédiate du plateau. On creuse toujours ce sillon de la souveraineté alimentaire. Alors, le premier débat nous a mis deux lectures différentes possibles. La première, c'est la souveraineté alimentaire comme étant le fait qu'il y aurait à manger dans les assiettes de tous les Européens et de tous les Français aussi. Donc c'est le fait de remplir les assiettes. Et puis il y a un deuxième volet qui est arrivé aussi, alors un petit peu moins présent peut-être, qui est la capacité à produire. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est avoir à manger, mais c'est aussi être capable de produire. Alors, on va recueillir successivement, l'avis de la petite marque. C'est pas faire offense, Laurent, à C'est qui le patron que d'évoquer cette démarche comme étant une petite marque, une coopérative de consommateurs d'ailleurs. On aura ensuite l'avis de la très grande marque ou de la très grande entreprise, Nestlé. Alors là, pour le coup, c'est pas faire offense non plus à Nestlé que de le qualifier de multinationale de l'alimentation. Et puis on aura l'avis du juriste, du droit, de l'avocat, parce qu'on a bien vu que ce sujet de la souveraineté alimentaire, il y a une approche juridique qu'il faut avoir, que ça soit sur les distorsions dans les conditions de production, dans l'équité, aussi sur l'origine et la transparence. Et donc on a envie d'y voir, Guillaume, un peu plus clair sur est-ce que le droit est l'ami ou l'ennemi de la souveraineté alimentaire ? Laurent Pasquier, on va commencer avec toi, donc je le disais, cofondateur de C'est qui le patron. Première question, ta vision du sujet souveraineté alimentaire. Comment on peut définir ce que doit être la souveraineté alimentaire ? Alors moi, quand je vais dans les campagnes et que je rencontre des agriculteurs, le sujet quand même qui revient souvent, c'est le renouvellement des générations. Et si on y voit un petit peu à plus long terme, si on veut renouveler les générations, il faut quand même trouver des arguments pour que effectivement les jeunes acceptent de reprendre les fermes quand leurs parents sont d'accord. Parce que moi, je connais aussi des situations où même les parents veulent absolument pas transmettre à leurs enfants. Ils ne veulent pas infliger l'agriculture comme métier à leurs enfants. Exactement. Je trouve c'est terrible. Et j'ai ça dans ma propre famille, donc je connais bien le sujet. Donc là, il y a deux choses importantes que réclament les jeunes. C'est du sens et de la rémunération. Donc en gros, vous dites que la souveraineté alimentaire, avant même de savoir si c'est remplir les assiettes, c'est toujours capable de produire, et notamment en France, pour le coup. Exactement. Enfin, si on veut avoir une souveraineté alimentaire, j'ai sauté l'étape, mais effectivement, il faut bien avoir de la production. Suffit pas de la demander. Si personne n'est en capacité de produire parce que au niveau de la production, c'est pas rentable et que personne ne souhaite y participer ou s'investir là-dedans, on a un blocage à un moment donné. Comme c'est une chaîne, si on veut une souveraineté alimentaire, c'est pas juste dire aux Français mangez français. Il faut aussi pouvoir proposer français. Je fais volontiers l'avocat du diable. On pourrait imaginer que l'Europe se spécialise par région et que finalement la production agricole soit faite ailleurs qu'en France. On pourrait, mais c'est quand même pas ce qu'on souhaite. Et moi, dans le terme souveraineté, j'entendais la France quand même. Je ne sais pas si le sujet est européen. Pourquoi Chacun pas. sa grille de lecture. Je ne suis pas anti-européen du tout, mais il me semble que les tendances actuelles, de par les problèmes environnementaux, etc., et d'essayer de produire aussi plus local, et de par les problèmes géopolitiques qui risquent d'intervenir. Il y a un vrai sujet là, on voit malheureusement les extrêmes qui montent, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de solution à ce niveau-là. Donc je pense que c'est un sujet qui est même au-delà même de juste l'agriculture, qui est un sujet politique majeur et donc qui concerne tout le monde. Il faut assumer une dimension un peu nationale au débat sur la souveraineté alimentaire. C'est ce que tu dis en gros. C'est ce que je pense, oui. Oui, je pense que c'est ce que les consommateurs attendent et je pense que c'est ce qu'ils comprennent dans le mot souveraineté alimentaire. Vu d'un consommateur en rayon, quand on lui propose un produit breton, français ou européen, il y a clairement une graduation. Exactement. Donc on peut assumer cette graduation. On peut faire ailleurs avec les Alsaciens, ça marche oui, ça marche aussi. Je crois. Donc on voit à tes yeux que la souveraineté alimentaire se place dans le registre de la capacité à produire et donc du renouvellement des générations, qui est un vrai problème aujourd'hui pour l'agriculture, puisque ce renouvellement, il n'est pas assuré. Il n'est pas assuré. Il y a un sujet. Les jeunes ne souhaitent pas le modèle de leurs parents. Donc, quand ils se lancent, pour ceux qui se lancent, ils souhaitent créer un nouveau modèle. Et en général, ça passe par de la qualité.
La montée en gamme, ce qu'on appelle la montée en gamme. C'est ça qu'ils souhaitent, vers ça qu'ils souhaitent aller. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec C'est qui le patron. Donc l'un des leviers, c'est clairement la rémunération. C'est en gros, sans parler de s'enrichir, mais il faut au moins vivre plus dignement du métier d'agriculteur pour espérer qu'il y en ait demain qui continuent à le faire. Exactement. Et ça s'accompagne avec un certain sens du métier. Mais ça, c'est une préoccupation qui est assez globale maintenant en France. Voilà, on souhaite donner une direction, une mission à son métier. Et les agriculteurs le réclament. Qu'est-ce qui manque le plus à un agriculteur? Le sens ou les euros? Parce non, les euros, bien entendu, les euros. Plus avec des euros, au final. Bien sûr. Les euros est le point numéro 1. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte pour eux. Il y a vraiment une fierté du métier. Et la fierté du métier, ça passe pas par juste je veux gagner de l'argent. Ça passe par du sens donné à ce qu'ils font. Comme tout le monde d'ailleurs. Il ne faut pas les classer différemment. Enfin, vous comme moi, on souhaite avoir un sens à ce qu'on fait. C'est qui le patron a été créé à l'origine avec un prix payé aux producteurs de 390 € les 1000 litres, comme d'autres laits équitables d'ailleurs, c'est pas le seul. Il y avait un vrai écart à ce moment-là avec le prix payé en ferme pour les laits dits conventionnels. Aujourd'hui, on a bien vu que peut-être grâce aux EGA ou une forme de culpabilisation des distributeurs et des industriels qui contractualisent plus, avec des prix qui montent année après année, au final, on se rapproche de 390. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que le prix moyen du lait payé en ferme progresse? Ou est-ce que c'est une mauvaise parce que, du coup, l'avantage compétitif de C'est qui le patron pour recruter des producteurs diminue? C'est une bonne nouvelle, bien entendu. Moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est quand même C'est qui le patron a joué un rôle dans cette modification des rayons du lait. Et on essaye de poursuivre ça. Une des missions maintenant de C'est qui le patron, c'est pas de multiplier les produits, c'est au contraire d'ouvrir les cahiers des charges pour avoir plus d'impact, pour permettre à d'autres de se saisir de ces cahiers des charges, qui incluent donc la rémunération des producteurs, et de développer de plus en plus de filières qui rémunèrent correctement les producteurs. En gros, c'est demain que des petits Suisses soient faits avec du lait C'est qui le patron, voilà, que de la brioche soit faite avec des œufs C'est qui le patron, c'est ça? Exactement. Et dans ces cas-là, ça veut dire que l'industriel aurait droit de revendiquer le mot C'est qui le patron, dont on voit qu'il a une valeur, évidemment. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit respecter l'intégralité du cahier des charges, il doit accepter des contrôles qui sont déjà organisés pour nos propres produits. Et là, à ce moment-là, il a le droit de revendiquer effectivement le logo C'est qui le patron. Est-ce qu'il y a des industriels qui sont sur le point de franchir? Il y en a. Parce que c'est quand même pas rien, comme il y en a. C'est un changement d'échelle pour la démarche. Oui, tout à fait. C'est un changement d'échelle pour la démarche, mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite vraiment depuis longtemps déjà. C'est une mission que nous donnent les consommateurs à travers leur adhésion dans la coopérative. C'est pas juste de permettre de C'est qui le patron d'exister. L'objectif final derrière C'est qui le patron, c'est de changer les choses dans les filières, dans l'agriculture, et de trouver une agriculture qui est capable de s'autosuffire, de vivre par elle-même, d'arrêter d'avoir des agriculteurs qui sont dans la misère. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, alors pour le coup, si je suis un ami de la démarche C'est qui le patron, comme c'est public, je peux le revendiquer, il n'empêche pas moins que quand on regarde froidement les chiffres, ça reste une goutte de lait dans l'océan de la production laitière. Je crois que l'année dernière, c'était à peu près 50 millions de litres, C'est qui le patron? Un peu plus, oui. Bon, admettons 60, soyons fous, mais ça ne change pas l'échelle. Et le marché du lait de consommation, c'est 2 milliards de litres. Oui. Donc, c'est quand même une goutte. Et donc, il faut quand même changer d'échelle pour que ça ait de l'effet. Parce que il faudrait sinon... que ça change d'échelle, tout à fait. C'est ce qu'on essaye de faire. Au niveau de C'est qui le patron, on vise les 150 millions à terme, mais on sait très bien qu'on n'arrivera pas à crever tellement plus le plafond. D'où l'ouverture des cahiers. Donc on ouvre pour que ça permette à d'autres, à travers, parce que 2 milliards, c'est le lait de consommation, mais il y a aussi tout le lait utilisé dans les produits élaborés, et là on est à plus de 20 milliards. Donc il y a une capacité énorme. Donc, première vision de ce que pourrait être aussi la souveraineté alimentaire, celle évoquée par Laurent Pasquier, qui consiste en gros à dire il n'y aura pas de souveraineté sans capacité de production. Donc, le premier sujet, avant même de savoir ce qu'il y a dans les assiettes, c'est est-ce qu'on est encore capable de produire, de quoi mettre dans les assiettes. Pierre-Alexandre Tellier, je me tourne à présent, alors c'est le grand écart de C'est qui le patron jusqu'à Nestlé. Pierre-Alexandre, même question finalement pour démarrer, la vision Nestlé de la souveraineté alimentaire, c'est quoi ? Elle n'est pas si éloignée de ce que nous disait Laurent à l'instant. Effectivement, il nous faut des agriculteurs et des agriculteurs qui vivent de leur métier pour garantir cette sécurité. Je rajouterais peut-être une étape juste avant, c'est pour qu'il y ait des agriculteurs, il
faut qu'il y ait encore des sols. Et j'observais tout à l'heure le glissement sémantique de souveraineté vers sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un état planétaire où la FAO nous dit que plus d'un tiers des sols sont déjà modérément ou fortement dégradés. Alors par dégradé, faut entendre assèchement, érosion, acidification, artificialisation. Enfin, je veux dire, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus nous permettre plus de dégradation de ces sols si nous voulons continuer à pouvoir nourrir les Français, les Européens, mais plus globalement la planète. Et le premier enjeu, il est sur la qualité des sols pour permettre derrière à nos agriculteurs de les cultiver et d'amener des bons produits jusqu'à nos assiettes. Vous aussi, vous dites, la première brique de la souveraineté alimentaire, c'est la capacité. Alors, Laurent l'exprimait en évoquant le nombre d'agriculteurs, parce que ça revenait à ça. Vous l'exprimez en évoquant, en gros, la capacité des sols à supporter la production agricole. C'est aussi bête que ça, mais ça démarre bien par le sol. En quoi Nestlé est concerné par le sujet de la souveraineté alimentaire? Un peu, beaucoup ou passionnément? Énormément. Vous le soulignez tout à l'heure, premier acteur mondial de l'agroalimentaire, premier acteur européen, premier acteur français. Nous sommes présents dans 180 pays. Évidemment, nous sommes totalement dépendants dans notre activité de la capacité des agriculteurs à fournir la matière première grâce au sol qui leur donne ces matériaux dont on a besoin. Donc oui, nous sommes complètement concernés. Et j'allais dire, être présent à une telle échelle, ça crée des responsabilités. Et en même temps, c'est tout à l'heure Pascal Lamy, je crois, qui disait que les choses ne pouvaient pas se concevoir seules, quoi. Aussi gros soit-on, on ne peut pas avoir un effet systémique et faire basculer les choses. Donc, j'étais très sensible tout à l'heure à ce concept de co-création qui implique tous les acteurs de la chaîne. Mais Pascal Lamy rajoutait bien tout ce qui était pouvoir public, qu'ils soient nationaux ou Commission européenne, par exemple. Oui, Pierre-Alexandre, mais pour être un peu cynique, et volontairement, évidemment, pour alimenter le débat, dans l'absolu, Nestlé, qui a une usine qui transforme des céréales en France pour faire des céréales pour le petit déjeuner, le jour où en France on ne produit plus parce qu'il n'y a plus assez d'agriculteurs, comme l'évoquait Laurent, c'est pas grave, vous mettrez l'usine en Pologne, en Roumanie ou dans les plaines d'Ukraine, pourquoi pas? Alors, est-ce que c'est trop cynique de le présenter comme ça? Ou est-ce que c'est finalement un peu réaliste quand même? Parce que vous irez là où la matière première sera produite. C'est pas cynique, ce serait suicidaire de raisonner comme ça. On parlait tout à l'heure d'aménagement du territoire, moi à l'instant de la qualité des sols. Un sol vivant, il faut qu'il ait une multiplicité de cultures régulières pour se régénérer. Si vous décidez de foncer dans l'hyperspécialisation et d'accorder à une région les céréales, à une autre les légumineuses et ce genre de choses, vous allez user les sols partout où vous opérez. Donc aujourd'hui, nos usines, et on doit en avoir 18 en France, j'allais dire, elles sont dans les campagnes, elles sont au cul des champs. Oui, mais les usines de céréales, elles sont plutôt dans des endroits où on produit plus de céréales que d'élevage laitier, par exemple. De la même chose, les usines, les laiteries, on les a mis plutôt dans des zones laitières que dans des zones céréalières. Donc, il y a déjà de fait une spécialisation. Donc, je reviens sur ma question. Est-ce que le jour où, éventuellement, dans un scénario catastrophe, la France ne produirait plus assez de céréales, ça embêtera Nestlé, mais vous déplacerez l'usine. Voilà, point, pour aller mettre en Ukraine. Admettons. Non, je crois pas. Je crois, et d'abord, et c'est ce que je soulignais, parce qu'il est impératif de garder nos cultures, notre grandeur, notre compétitivité, ce savoir-faire français en matière agricole. Et aujourd'hui, l'enjeu, j'allais dire, est plus de s'inscrire dans la revitalisation durable des sols que de se demander où on mettrait les usines. On le disait, le travail des agriculteurs, l'évolution des pratiques s'inscrit dans un temps long. Toute la chaîne de valeur derrière doit s'inscrire dans le même temps et faire évoluer petit à petit toutes ces pratiques pour sécuriser durablement notre approvisionnement en qualité et en quantité. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dans ces cas-là
ce que peut faire un groupe comme Nestlé sur le sujet des sols, par exemple. Est-ce que vous avez, alors c'est peut-être naïf là pour le coup, est-ce que vous avez des ingénieurs agro qui sillonnent les campagnes où vous achetez des céréales? Comment vous prenez en charge ce sujet dont vous avez dit que c'était l'un des défis pour la capacité de production? On s'y investit énormément pour une raison simple, au-delà de nos besoins en matières premières, c'est que les 2/3 de notre empreinte carbone sont directement liés aux achats de matières premières. Donc pour nous, la capacité à retirer le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère pour le remettre dans les sols où il devient un élément nourricier fondamental, c'est quelque chose de vital. Donc qu'il s'agisse des expériences que nous menons et que nous essayons d'intensifier sur l'agriculture régénératrice pour faire basculer par palier, 20% à l'horizon 2025, 50% à l'horizon 2030 et 100% à l'horizon 2050. Nos approvisionnements en agriculture régénératrice, c'est quelque chose d'indispensable pour nous. Mais en même temps, c'est juste le respect des accords de Paris. Donc cette neutralité carbone, elle est vitale et elle passe par le sol. On peut y rajouter d'autres techniques comme l'agroforesterie, mais c'est vraiment à ce niveau-là qu'il nous faut agir. Et j'allais dire, notre responsabilité d'industriel, et c'est Laurent qui le disait très bien tout à l'heure, c'est d'offrir de la visibilité, des débouchés, j'allais dire quelque part être capable de rémunérer le risque que prend l'agriculteur en faisant évoluer ses pratiques pour passer d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture régénératrice. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la rémunération de ce risque, elle n'est pas suffisante pour garantir un revenu durable, suffisant et qui permette d'assumer pour l'agriculteur ces risques-là. Donc, pour augmenter le revenu, aussi... Oui, pour augmenter le revenu de l'agriculteur, il faut évidemment, à l'autre bout de la chaîne, faire progresser le fameux consentement à payer du consommateur. Laurent, il dit en gros, nous, on a mis sur la place publique notre logo C'est qui le patron, qui a priori une valeur auprès des consommateurs, puisque toutes les sociétés d'études montrent que c'est le meilleur lancement historique d'une marque sur la grande conso en France. Est-ce que vous seriez prêt à vous saisir de ce logo C'est qui le patron pour donner plus de valeur aux produits en rayon et donc accroître le consentement à payer, parce que j'ai quand même bien compris la mécanique, Laurent, c'est quand même ça, et au final, du coup, utiliser des ingrédients qui seraient labellisés C'est qui le patron? Est-ce que cette idée-là, elle peut intéresser un grand industriel qui, par ailleurs, gère ses propres marques? Parce qu'on risque d'avoir une espèce de conflit marketing, j'imagine. Quelle est la position comme ça spontanée de Nestlé là-dessus? Au-delà du logo, il y a une chose qui me paraît fondamentale et extraordinairement intéressante dans la démarche de C'est qui le patron, c'est l'implication du consommateur dans l'expression de ses besoins, de sa volonté, de sa propension à payer pour tel ou tel service. Et oui, ce sont des discussions qu'on a pu avoir et qu'on peut avoir avec les équipes de C'est qui le patron. Il n'y a pas de raison qu'une marque, parce qu'elle est produite à plus grande échelle, ne soit pas capable de se soumettre et d'expliquer très clairement aux consommateurs tout ce qui est fait pour répondre à ses attentes. Donc oui, c'est exactement le type de démarche qui va dans le bon sens pour avoir un consommateur éclairé et qui, quelque part, exprime dans son acte d'achat le fait qu'il est en accord avec la façon dont ce qu'il achète est produit. Et qu'il accepte de mettre un peu plus à unité de besoin comparable ou à calories comparables, j'allais dire, et que ce petit plus puisse remonter par ruissellement, le fameux ruissellement des EGA. Là, pour le coup, il y a un levier possible, parce qu'il faut d'abord commencer par prendre de la valeur dans le porte-monnaie du consommateur. On regarde le côté juridique et le côté droit à présent avec notre avocat de service, Guillaume Pezzali. Voilà, rebonjour Guillaume. On va commencer pareil comme Pierre-Alexandre, comme Laurent tout à l'heure. En un mot vraiment court, parce que j'aimerais qu'on passe du temps plutôt sur les mécanismes de droit qui peuvent servir ou desservir la cause. Votre vision de la souveraineté alimentaire, vous basculez du côté remplir l'assiette ou être capable de produire l'abonné? Alors, votre vision principale, elle est où? C'est difficile de répondre à cette question parce que je suis observateur, moi, de ces phénomènes. Mais dès qu'on parle de souveraineté alimentaire, c'est vrai que c'est des concepts juridiques. La souveraineté, elle est prévue par la Constitution.
C'est même, le saviez-vous, le premier titre de la Constitution, de notre Constitution, c'est la souveraineté. Et donc la capacité finalement du peuple à s'autodéterminer. Le pain, il faut du pain pour le peuple. On en revient quand même à ça fait quand même quelques siècles que ça dure. Absolument. Donc quand on transpose finalement cette notion de souveraineté à l'alimentaire, on voit que ça prend tout son sens. Effectivement, c'est la capacité à produire, mais c'est aussi la capacité à nourrir. Mais c'est aussi, je pense, le droit finalement qui est à la source de cette capacité à pouvoir produire et de cette capacité à pouvoir nourrir. Mais c'est aussi un devoir, finalement, des politiques, des institutions, des acteurs de la filière agroalimentaire et, je dirais, de nous, citoyens, consommateurs, consommateurs, de pouvoir préparer l'avenir et l'assurance. Vous nous dites qu'il faut les deux, en fait. En fait, c'est et la capacité à remplir l'assiette et le fait de pouvoir continuer à produire, notamment localement, en l'occurrence en France. Allons sur le sujet plus juridique et plus du droit. Après tout, c'est son terrain d'expertise, le droit, quand on est avocat. Moi, j'ai l'impression, et là aussi je vais forcer le trait, que le droit est un peu un emmerdeur pour la souveraineté alimentaire quand on la regarde au sens de la capacité à produire, notamment en France. Quand on écoute les agriculteurs et leurs récriminations, Jérémy de Serle nous le rappelait tout à l'heure, distorsion dans les conditions de production, il n'y a pas d'équitabilité entre pays, c'est bien un sujet de droit, un sujet européen. On évoquera après le sujet du décret qui a été cassé par le Conseil d'État sur l'origine du lait. Est-ce que le droit est l'ami ou l'ennemi de la souveraineté alimentaire ? Le droit, il n'est ni l'ami ni l'ennemi. Le droit, il est là pour prévoir un cadre général et pour finalement protéger aussi les éventuelles victimes d'abus. Voilà. Mais donc, là, aujourd'hui, les agriculteurs français se disent qu'ils sont victimes de distorsions. Oui, mais on ne peut pas, d'un côté, si vous voulez, dénoncer la complexité de la loi, s'offusquer finalement de la surréglementation, et puis dès qu'il y a un problème, éventuellement dans les différents... En appeler à la loi. Voilà, appeler à l'État, à l'interventionnisme de l'État pour régler tout. Voilà. Donc c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le problématique de la baguette magique. Mais la loi n'est pas nécessairement la baguette magique qu'on peut pouvoir sortir pour pouvoir tout régler. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'il y a sur la table, dans le sujet qui vous concerne évidemment, qui est le droit, pour que le sujet de la souveraineté alimentaire soit mieux adressé ? Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on a des difficultés à atteindre la souveraineté alimentaire en France parce que finalement, il y a des différences qui sont notables, notamment des différences de structure de marché. On a une hétérogénéité quand même en France, ce qui fait quand même aussi la richesse de la France, puisque d'un côté, on a finalement un marché très atomisé, avec 450 000 agriculteurs en France. De l'autre côté de la chaîne, on a des distributeurs qui sont relativement concentrés, puisqu'on en a une dizaine, et au milieu, finalement, entre deux, on a des industriels, des fournisseurs, des coopératives qui ont des tailles très différentes. Donc la structure du marché est très hétérogène et cette hétérogénéité, finalement, elle crée nécessairement des déséquilibres. Et donc ces déséquilibres, il faut parfois les protéger. Effectivement, le droit est là pour régler ces problèmes de déséquilibre. On l'a vu, depuis une trentaine d'années, finalement, l'État, les pouvoirs publics interviennent au travers de la loi. Mais finalement, les relations commerciales sont toujours aussi conflictuelles. Et donc là, aujourd'hui, rien n'y fait. Il faut donc trouver des solutions qui permettent de modifier la manière dont ces négociations commerciales s'opèrent et dont cette relation contractuelle... La dernière loi en date, c'est la loi Egalim, issue des États généraux de l'alimentation, qui prévoit notamment qu'en gros, on inverse le point de départ de la négociation en partant des coûts de production. C'est-à-dire, en gros, on dit que, voilà, pour le lait, je crois, Laurent, je parle sous votre contrôle, mais je crois que le prix prime compris, c'est autour de 405 € la tonne, qui est le prix interprofessionnel comme coût de production de base. Et puis, on entend une petite musique qui dit, oui, mais ça, c'est de l'entente. Parce qu'en gros, on s'entend sur un prix qui est le minimum pour négocier à partir de ce prix-là. Et ça, dès qu'on prononce le mot entente et qu'on a un avocat face à soi, normalement, ça lui fait des hérissements de poils. Est-ce que finalement, là-dessus, on n'a pas imaginé une loi qui, de toute façon, ne pouvait pas fonctionner parce que le coût de production, comme base de la négo, allait être une forme d'entente, peut-être indirecte, mais entente quand même. Alors, les États généraux d'alimentation de 2017, ils sont quand même intéressants parce qu'ils ont permis d'ouvrir le débat et de permettre aux acteurs de finalement donner un horizon. Un horizon et de faire un horizon qui soit plus consensuel. Et il est clair que si on parle de souveraineté alimentaire, on ne parviendra à la souveraineté alimentaire que si on règle la problématique de la répartition de la valeur.
On l'a évoqué à multiples reprises ce matin. Le sujet, c'est comment, finalement, permettre cette répartition de la valeur. Et donc, le législateur et les pouvoirs publics, le gouvernement, l'ont bien compris à la suite des États généraux de l'alimentation. Et donc, ils ont utilisé, voté cette loi en mettant notamment en place ce sujet, finalement, de la construction du prix sur la base des coûts de production effectifs. Et notamment l'obligation de contractualiser des indicateurs pour pouvoir renégocier finalement le prix de manière plus évolutive, d'accord, dans la durée de ces relations. Alors, ça, la difficulté, l'objectif, il peut être louable, mais en fait, nous, on constate dans les dossiers au quotidien que, quand même, sa mise en œuvre, elle est délicate. Alors, pourquoi elle est délicate ? Parce que ça suppose, finalement, pour pouvoir savoir si la valeur, elle est bien répartie parmi les acteurs, une complète décomposition du prix. Et donc, décomposer le prix, ça veut dire donner les éléments à chaque niveau des coûts de production. La transparence des marges, en fait. Cette transparence des marges qui est absolument indispensable, finalement, pour atteindre cette répartition de la valeur, mais qui doit être dans le respect des règles de concurrence. Et dès qu'on commence à parler, effectivement, de transparence sur les prix, dès qu'on commence à évoquer le fait qu'on pourrait éventuellement s'entendre pour pouvoir donner des indicateurs qui soient suffisamment objectifs, ça pose une vraie question, notamment d'analyse, de savoir si cette transparence pose problème au regard des règles de concurrence. J'ai le sentiment, pour être un peu provoque et en l'assumant, que finalement, pour arriver à remettre de la valeur en amont de la chaîne, il faut quand même un brin d'entente quelque part. En tout cas, il faut poser ce débat pour... C'est un gros mot, je le sais, mais bon. Il faut en tout cas poser le débat oui, mais pour bon, s'assurer... c'est oui ou c'est non ? C'est un peu simpliste, je sais. C'est un peu simpliste, ça peut pas... Oui, mais à un moment donné, il faudra trancher. De quel côté serons-nous pour savoir s'il faut quand même accepter un brin d'entente ? Les coûts de production, c'est un peu d'entente. Et il y a des filières où on n'est pas arrivé. Je pense au cas des œufs aujourd'hui, où il y a des indicateurs. On sait exactement de combien l'aliment de poule pondeuse a progressé. Et il y a des enseignes qui ont fait, mais qui ont freiné comme on n'imagine pas, pour ne serait-ce qu'accepter le principe. Alors, il y a le sujet du droit, le sujet après de est-ce que c'est possible dans la politique, parce qu'on est quand même sur un changement complet de paradigme. Mais pour autant, les autorités de concurrence, que ce soit l'autorité de la concurrence en France ou la Commission européenne, voient plutôt d'un bon œil la transparence, si elle est favorable aux consommateurs, si elle est pro-concurrentielle, si elle donne des gains d'efficacité, des gains d'efficience. Sauf que si c'est favorable aux consommateurs, il ne faut pas être polytechnicien pour comprendre qu'à l'autre bout de la chaîne, c'est défavorable aux producteurs. Je ne suis pas très intelligent, mais ça, j'ai quand même compris que quand il y en a un qui gagne dans une chaîne, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui perd. Et donc, c'est ça qu'on n'accepte pas, en fait. Oui, alors, ça pose quand même la question de savoir quel est le bilan de cette loi alimentation 2 ans et demi après son adoption. Alors, je ne vais pas faire nécessairement le bilan on n'a plus le temps, en plus. de ce que cette loi a donné, et puis je laisserai au gouvernement le soin de le faire. Mais on se pose d'ores et déjà la question de savoir s'il faut prévoir une nouvelle loi. Je ne suis pas sûr que la loi, ça soit le meilleur outil. Laurent évoquait tout à l'heure notamment les chartes, l'accès au cahier des charges, cette valeur qu'il y a derrière la contractualisation. Je pense qu'elle n'est pas suffisamment aujourd'hui utilisée, cette contractualisation. Grâce à la loi Egalim, on a une contractualisation de l'amont à l'aval. Avant, on avait une contractualisation sur l'aval, les fameuses négociations commerciales. Maintenant, on a cette obligation de contractualiser également en amont. Profitons de cette opportunité pour réécrire probablement un peu les modes de relations contractuelles. Dernier point juridique, je l'évoquais tout à l'heure avec Jérémy De Serle. On a eu, il y a quelques jours, un avis du Conseil d'État qui a donc cassé un décret sur l'obligation de mettre l'origine du lait sur les produits laitiers. Finalement, là, le droit est un peu l'ennemi de la souveraineté alimentaire, parce qu'au final, il enlève un élément de transparence qui pourrait aider le consommateur dans son arbitrage en rayon. Mais pour le coup, le droit, c'est le droit. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, le député européen le précisait, c'est effectivement la Cour de justice des communautés européennes qui a expliqué en fait que ce principe, ce décret qui avait été pris au niveau national était contraire aux règles communautaires et donc à réaxer finalement le droit français sur la base du droit européen. Effectivement, ça pose un problème de souveraineté alimentaire, mais je pense encore une fois que la loi n'est pas nécessairement le meilleur ami de la souveraineté alimentaire et qu'il appartient aux acteurs finalement de retravailler sur une nouvelle donne économique, une nouvelle donne contractuelle
pour pouvoir justement travailler davantage sur la compétitivité hors coût et travailler également sur la compétitivité. Donc ce qu'on appelle la soft law par opposition à la hard law, c'est notamment encore une fois ce qu'on a voulu faire avec l'origine. Absolument. C'est tenter de mettre toute une communauté d'accord sur une direction, et puis si tout le monde est d'accord, finalement, il n'y a pas de distorsion négative au détriment de tel ou tel intervenant. Parmi les questions qui sont arrivées, et que je vous pose, parce que celle-là nous tient à cœur, encore une fois, au sein du think tank Agri-Agro des Échos, c'est l'éducation. Question qui nous dit, est-ce que l'amélioration de la sécurité alimentaire et donc de la capacité, finalement, à bien choisir, ne passe pas d'abord par l'éducation à l'alimentation? Je vais vous demander à tous les trois de vous positionner par rapport à ça, et sur une proposition toute bête, est-ce qu'il faudrait qu'on apprenne l'alimentation et sous-jacemment, on va dire, l'agriculture, la production, à l'école? Oui, et 100 fois oui pour moi. On avait à l'origine, quand les programmes, les grandes tendances de programmes éducatifs sont apparues, évidemment un lien fort dans les années 50-60 entre tout citoyen et l'agriculture, parce qu'on avait toujours un cousin, on avait toujours de la famille dans l'agriculture. Donc cette éducation, elle se faisait par la famille. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, ça fait plusieurs générations que certaines familles sont en ville et il y a une déconnexion qui s'est faite, qui crée d'ailleurs cette méfiance qu'on connaît bien du consommateur envers les filières, envers l'alimentation en général. Et il y a besoin du coup d'apprendre ça à l'école, c'est indispensable. Donc il faut régénérer le lien entre le citoyen et la terre nourricière. Alors ça fait un peu... Il faut cesser d'avoir des enfants qui même arrivant au lycée, ne savent pas du tout comment pousse une plante, comment on élève une bête. Ou même cuisiner un minimum. Mais est-ce que ça peut améliorer leur consentement à payer des produits et donc à recréer de la valeur? Parce que au final, c'est quand même ça la finalité. L'ignorance, c'est jamais bon pour ce genre de choses. Il faut sortir de l'ignorance pour avoir des gens, on parlait tout à l'heure de gens éclairés, si on veut des gens éclairés qui sont capables d'acheter effectivement des produits qui ont plus de valeur, il faut bien leur apprendre des choses. Ensuite, c'est une partie de la population. Il y a d'autres personnes qui sont plus vraiment axées sur la confiance, qui vont être sur le thème. Bon, si des gens éclairés me disent que c'est bien, moi je vais suivre. Mais il faut quand même un minimum, un socle de personnes suffisamment éclairées pour juger qu'effectivement, ça c'est un produit qui mérite d'être acheté plus cher par rapport à un autre. Pierre-Alexandre, même question pour le représentant de Nestlé que vous êtes. Alors pour le coup, Nestlé, comme des tas de grandes entreprises, a beaucoup de projets éducatifs. Mais ma question était de rendre l'éducation alimentaire comme étant quasiment l'un des enseignements fondamentaux. On apprend les mathématiques, on apprend l'histoire, on apprend la langue, on apprend à conduire. Est-ce qu'il faudrait apprendre aussi à manger? Alors encore une fois, avec le sens large du mot, Pierre-Alexandre. Je crois que c'est un enjeu de politique économique et sociale et que la réponse est oui, indéniablement. On vit de plus en plus longtemps. L'enjeu, c'est de vivre en bonne santé. On sait à quel point la santé de tous est liée à leur hygiène de vie et cette hygiène de vie commence avec l'alimentation. Donc oui, les fondamentaux de l'hygiène de vie et de la bonne alimentation doivent s'apprendre le plus tôt possible. Et je crois que c'est un moyen indispensable pour comprendre que la qualité, si elle n'a pas de prix, elle a un coût et que donc, effectivement, pour bien se nourrir, il faut pouvoir mettre le prix juste dans son alimentation et puis une fois qu'on a mis le prix juste, savoir équilibrer son alimentation, accommoder les différentes choses qu'on mange les unes avec les autres et puis pas seulement sur un repas ou en prenant les aliments et les ingrédients un par un séparément, mais vraiment dans le cadre de régime alimentaire qu'on mesure sur la journée ou sur la semaine parce qu'un équilibre alimentaire, voilà, c'est pas un ingrédient ou juste un produit consommé isolément de tous les autres. Donc en gros, vous êtes plutôt dans cette direction et ça tombe bien parce que finalement, ce que vous dites, c'est qu'il y a un enjeu de santé publique, vous n'avez pas prononcé le mot, mais c'était quand même ça derrière, et on peut arriver par l'éducation alimentaire à conjuguer santé publique et souveraineté alimentaire en tant que maintien de la capacité à produire. Donc ça devrait être écouté par les politiques, ce sujet-là, parce qu'avec une réponse, on adresse deux problèmes finalement. Est-ce que Pierre, vous signeriez une manifeste, une pétition, je ne sais pas quoi, pour dire on veut de l'éducation alimentaire dans l'enseignement de l'éducation nationale, dans les programmes de l'éducation nationale? Je
je vous cacherai pas qu'il est très difficile pour une entreprise privée de donner le sentiment qu'elle voudrait s'immiscer dans l'éducation nationale. C'était pour ça que je vous posais la question, parce que j'imagine que Laurent Pasquier, c'est qui le patron, il allait signer dès demain et les yeux fermés. Exactement. Non, mais voilà, l'idée n'est pas de donner le sentiment à qui que ce soit qu'on défendrait des vous intérêts comprendriez que ça se commerciaux et fasse. privés en éduquant les enfants. Mais bien sûr, il me semble que c'est quelque chose qui doit faire partie du bagage culturel de tout enfant éduqué qui doit un jour devenir un bon citoyen. C'est aussi simple que ça. Alors on va essayer de s'occuper de faire bouger le mammouth, le fameux mammouth sur ce sujet. Guillaume, même question aussi, l'éducation à l'alimentation, l'éducation à l'agriculture, à la production, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. Vous signez dès demain sur le principe ? En tant que citoyen, on ne peut que signer, je veux dire, sur oui, cela. mais pourtant, ça ne se fait pas. Pourtant, ça ne se fait pas. Et je dirais même, Olivier, je commençais mon propos tout à l'heure en disant que finalement, la souveraineté, c'était le titre premier de la Constitution. Mais le saviez-vous, le droit à l'alimentation n'est pas constitutionnel. Et je pense que là-dessus, probablement, sans que les entreprises privées s'immiscent, les pouvoirs publics doivent se saisir de ce sujet. Il faut adresser des concepts, mais en même temps, je dirais, il faut aussi s'occuper de travailler sur ce sur quoi les pouvoirs publics ont des leviers. Et je pense que le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation alimentaire doit être constitutionnalisé pour pouvoir être finalement quelque chose dans la durée qui compte. Merci à tous les trois, merci Guillaume, merci Laurent, merci Pierre-Alexandre. On continue d'investiguer ce sujet de la souveraineté alimentaire et notamment avec peut-être ce qui est l'une des pistes, c'est-à-dire l'éducation alimentaire et l'élévation du niveau de connaissances agricoles, agroalimentaires et de consommation tout simplement de nos concitoyens. C'est dans un instant, vous restez bien avec nous. Demain, l'agriculture continue encore quelques minutes. À tout de suite.